Alors, je ne ferai pas de propos liminaires, ce sont à peu près les mêmes que la première fois, mais j'ai avec moi Thomas Volmer à droite, qui est Head of Global Content Delivery Policy, que j'ai traduit par directeur de la politique de distribution de contenu dans le monde. Ça vous va? Très bien. Chez Netflix. Marine Gossa, vous êtes déléguée aux affaires publiques de Numéum, le syndicat professionnel de l'écosystème numérique. Oh, Numéum, autant pour moi. Autant pour moi. Nicolas Guillaume, juste à ma gauche, vous êtes directeur général du Nasca Group, qui regroupe des opérateurs télécoms régionaux et des services opérateurs télécoms de proximité. Vous êtes aussi président de Netalis, un opérateur télécom français. Et enfin, Benjamin Bayard, vous êtes cofondateur de la Quadrature du Net, qui promeut et défend les libertés fondamentales dans l'environnement numérique. Et vous avez été président de la FFDN, la Fédération des fournisseurs d'accès Internet associatifs. Nicolas, commençons par vous. Vous avez publié au lendemain, je crois, de la présentation de cette consultation, une tribune chez nos confrères de frenchweb.fr. Et là, vous y disiez noir sur blanc, Netalis ne se mettra jamais aux côtés de nos confrères grands opérateurs historiques. Et vous parlez, je cite, d'une hérésie, d'un non-sens et d'un grave danger pour l'économie numérique. Donc c'est bon, le débat est lancé. Est-ce que déjà vous pouvez nous en dire plus? Et plus généralement, si des réformes s'imposent, quelles sont-elles et pourquoi pas celles de Thierry Breton? Bonsoir à toutes et à tous. Pourquoi pas Thierry Breton? Déjà parce qu'il y a un premier problème, c'est un conflit d'intérêts, hein, je le dis d'emblée, mais quand on a été président de France Télécom, c'est compliqué de porter un truc pour défendre des opérateurs historiques. Voilà, c'était pour la petite introduction. Euh, Nous, chez Netalis, en fait, on est né parce que la régulation des télécoms françaises et par extension aussi européenne depuis 25 ans permet l'arrivée d'opérateurs alternatifs. Opérateurs alternatifs, ça veut dire, mon camarade qui parlera tout à l'heure, avec des opérateurs associatifs, des opérateurs commerciaux locaux, régionaux, multirégionaux, voire même nationaux alternatifs. Et donc, ça nous permet, sur un marché qui est B2B en ce qui nous concerne, de proposer des offres alternatives en utilisant évidemment des réseaux d'opérateurs nationaux qui nous les mettent à disposition. Donc, on contribue au financement des réseaux de ces opérateurs à travers l'achat de capacités en gros volume. Et on déploie aussi nos propres câbles de fibre optique. On a une casquette d'opérateurs d'infrastructure sur un certain nombre de régions. Donc dans les belles villes de Auxerre, Besançon, Dijon, Nice, Golfe de Saint-Tropez récemment aussi. Vous avez du réseau Netalis qui permet de raccorder le client final de bout en bout avec nos matériels, avec nos débits, etc. Donc moi, dans tout ça, j'ai jamais eu besoin de faire appel à des fonds publics. C'est mes fonds propres. Euh, et je n'ai jamais eu besoin de faire appel aux GAFAM ou à qui que ce soit pour financer mes infrastructures. Je ne veux pas qu'on change le modèle économique de l'Internet ouvert sur lequel nous sommes fondés, parce que ma première valeur, c'est de fournir un Internet de qualité à tous mes clients. Quand on a vu l'arrivée du fair share, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit tout à l'heure Benoît Felten, hein, je ne vais pas vous le répéter, moi je suis inquiet parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des problématiques concurrentielles derrière tout ça. Je suis très inquiet par ces bouleversements concurrentiels qui peuvent arriver. Il y a des problématiques bureaucratiques. Enfin, si demain ça doit vraiment arriver, qu'on doit m'obliger à, à- à écouter ce qu'il se passe sur mon réseau pour justement ensuite financer, répartir les flux rentrants et envoyer des factures à mon ami, par exemple Thomas, il va être ravi d'avoir 100 000 réseaux à travers le monde qui lui envoient des factures de diverses sommes. Bon, Benjamin, il va lui envoyer 50 centimes tous les mois et puis moi, je vais lui envoyer peut-être 100 euros, je ne sais pas, enfin, on verra, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un principe de fonctionnement technique de ce qu'on va nous imposer qui n'a pas du tout été mesuré. Donc là, je parle bien des problématiques d'études d'impact, parce que c'est bien gentil de consulter, mais avant même de consulter, il faut juste comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Puis moi, il y a un sujet qui est très simple, hein. Ça fait 25 ans, un truc comme ça, que je fais de l'Internet, un petit peu moins du point de vue professionnel. Euh, je suis désolé, tout ça est parfaitement financé. Si je veux diffuser des vidéos, je m'héberge par exemple chez OVH. Si derrière, je veux rapprocher le contenu de l'utilisateur, je vais acheter de la capacité à nos amis d'Akamai ou d'autres fournisseurs de diffusion de contenu, ce qu'on appelle des serveurs de cache. Si je veux derrière améliorer ma diffusion, mais en fonction des territoires, je n'ai pas besoin d'une qualité exceptionnelle, j'achète du transit, donc de la bande passante payante à des gros opérateurs. Donc ça, c'est côté plutôt hébergeur. Et côté fournisseur d'accès, j'achète du transit, là aussi, pour diffuser, j'allais dire,
établir des interconnexions avec l'ensemble des réseaux du monde. Et puis, si vraiment je veux améliorer mon interconnexion avec un certain nombre d'acteurs, je vais établir des liens, ce qu'on appelle de peering, d'interconnexion avec des gens. Donc, je ne vois pas concrètement à quel instant on va financer les réseaux, les boucles locales, parce que c'est ça dont on parle, hein, c'est vraiment connecter l'utilisateur final, que ce soit en fixe ou en mobile. Je ne vois pas à quel instant on a une problématique de financement. Je ne vois pas à quel instant on va arriver vraiment à créer un mécanisme vertueux de financement des infrastructures. Et donc, dit autrement, je ne vois pas comment le principe qui veut nous être imposé par l'Union européenne et notamment, disons-le tout net, par le lobby des grands opérateurs historiques européens, je ne vois pas comment on va arriver vraiment à faire en sorte que l'Europe soit dans la Gigabyte Society, c'est-à-dire avoir un gigabit à l'utilisateur final, en fixe ou en mobile, dans d'excellentes conditions, dans tous les pays d'Europe. Ça me paraît complètement illusoire. Voilà, c'est mon avis sur la question. Donc, si on peut conclure, et je passerai la parole aux autres dans une minute, mais si on peut conclure, c'est réellement une volonté des lobbies des opérateurs et c'est ça qui a influencé la proposition, enfin, ou plutôt cette fameuse consultation comme on la connaît aujourd'hui. Oui, j'ai le sentiment, et puis encore une fois, avec des problématiques qui sont quand même assez terribles. Juste pour parler de l'impact, on en reparlera sans doute tous ensemble dans un instant, mais moi je suis très attaché, en tant qu'opérateur régional français, à ce qu'on voit dans les écosystèmes. L'écosystème français, juste en deux mots pour aussi comprendre les impacts positifs de l'investissement de certains acteurs dans les réseaux, je pense clairement aux GAFAM, hein, je le dis tout net et je ne m'en cache pas. Il y a une dizaine d'années, la France était un pays où majoritairement les opérateurs télécoms étaient un peu plan-plan. Les câbles sous-marins, c'était surtout Orange avec quelques autres opérateurs internationaux. Et puis voilà, ça vivotait cet écosystème. Et puis les GAFAM sont arrivés là-dedans, dans le jeu, et on dit, bah, nous, pour transporter nos flux massifs de bandes passantes, on a besoin de se passer, d'améliorer notre modèle économique, d'améliorer la résilience, la performance des réseaux. Ils ont commencé à investir dans des câbles sous-marins. Et pour vous la faire très courte et arriver jusqu'à mon idée, c'est d'ailleurs un peu ce que j'ai dit sur French Web, effectivement, les GAFAM ont investi tellement que Marseille, la belle ville de Marseille, est devenue en 10 ans le 5e hub numérique mondial. C'est-à-dire que si on prend l'échelle, déjà pour Aix-Marseille, la grande métropole, ça a un impact considérable en termes d'emploi et d'économie. Ça commence là à l'échelle de la région, enfin de la métropole locale. Ensuite, dans la région PACA, dans laquelle j'ai la chance d'être implanté avec Netalis, ça déborde jusqu'à Nice, Sofia, Antipolis, où les capacités de bande passante s'étendent, évidemment, puis c'est notre rôle d'opérateur. Ça s'étend aussi d'ailleurs du côté de Montpellier pas mal, donc ça rayonne en fait sur une très grande partie du territoire régional et national, parce que Marseille, 5e hub numérique mondial, je suis désolé, mais c'est comme la France. Voilà. Donc la France est quand même très très avantagée dans cette course à l'investissement dans les câbles sous-marins. Puis par extension, l'Union européenne, puisque la France, c'est aussi l'Europe, profite de ces investissements et profite de cette capacité de résilience technique que nous avons aujourd'hui. Donc moi, je ne voudrais pas que des dispositifs européens dont aucun impact n'a été mesuré objectivement et sincèrement, ne viennent bouleverser tant les modèles économiques établis qui fonctionnent très bien, que les investissements d'acteurs qui nous profitent à nous, les acteurs locaux. On parlera sans doute peut-être des sujets d'autres financements et de contributions. Là, c'est encore un autre débat. Mais quand il y a un acteur international qui investit ou co-investit sur mon territoire, je n'ai qu'une envie, c'est de l'encourager et c'est de permettre ensuite à tout l'écosystème, enfin Marine en parlera je pense bien mieux que moi, de dire voilà, il y a des hébergeurs, il y a des éditeurs de logiciels qui sont made in France, qui sont dans l'innovation, dans la disruption même parfois. Je veux qu'ils innovent ici. Puis dernier point, hein, si la bande passante elle augmente, si les prix augmentent, vous n'avez plus de Dailymotion, vous n'avez plus de Deezer.com, ça c'est du made in France, vous n'avez plus d'OVH, qui derrière va être obligé de bouleverser son modèle économique, et on se galère assez au quotidien, si on lit un peu la presse, pour qu'il y ait des acteurs locaux qui innovent et qui investissent, pour ne pas qu'on se tire une balle dans le pied au profit de quelques opérateurs, encore une fois, qui, et je vais conclure là-dessus, n'ont pas investi 1 euro d'argent public dans les territoires. Je viens de Besançon. Je vous garantis que je connais par cœur les territoires ruraux. Alors, belle ville de Besançon, c'est une zone orange. Orange a eu la gentillesse d'investir dans la fibre optique, dans la zone rentable. Juste quand vous sortez de cette zone-là, quand vous êtes dans les belles villes de Morteau, pour les gens qui connaissent un peu, de Vesoul aussi ou à côté,
Ce n'est pas Orange ou un grand opérateur historique qui investit sur fonds propres pour déployer la fibre optique rurale. C'est le territoire local, le département du Doubs ou de Haute-Saône, par exemple, ou du Jura, en partenariat avec la région Franche-Comté, tout ça c'est l'initiative publique, des fonds publics, avec évidemment le gouvernement français, donc l'État, et parfois aussi des fonds européens publics. Tout ça c'est public. À aucun instant, les opérateurs privés, dont je fais aussi partie, à toute petite échelle, nous n'avons mis 1 € pour investir. En revanche, on loue ces réseaux, donc on participe au financement des réseaux, mais l'établissement de ces réseaux, pour aller chercher la ferme du Doubs, ce n'est pas l'initiative privée. Donc, il ne faut pas nous faire croire qu'à un moment donné, ce sont ces gens-là qui vont financer le déploiement rural ou les compléments de couverture nécessaires dans les zones dites non rentables. C'est bel et bien l'initiative publique qui supplante. Puis j'ai envie de dire, s'il y a un faire cher, il faudra peut-être surtout déjà commencer par rembourser les fonds publics avant que ça vienne dans les poches des grands actionnaires, des opérateurs historiques, des 16 opérateurs historiques européens. Top, merci beaucoup. Benjamin Bayard, je vous ai vu qui était plutôt d'accord. Je sais que vous êtes activement critique de la proposition de Thierry Breton. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et notamment cette distinction qu'il faut faire selon vous entre la contribution du faire cher et cette fameuse question de l'impôt. Bah, ouais, en fait, moi, je suis embêté parce que c'est toujours pareil avec les textes européens. Quand on les lit en anglais, c'est écrit en broken English, ça fait mal à la tête, et quand on les lit en français, c'est pas mieux. Donc moi, pour comprendre ça, j'ai besoin de traduire. Et donc je traduis ça dans un français que je trouve plus normal, parce que je suis trop bête pour comprendre. Et Thierry Breton, il veut du pognon pour faire de l'aménagement numérique du territoire. Et du coup, il veut le pomper aux GAFAM et à Netflix. Ok, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui, les GAFAM et Netflix ne contribuent pas comme ils devraient, comme tout un tas de très grands acteurs de l'économie, au financement de la chose publique. Je suis d'accord. Il y a un outil pour ça, c'est l'impôt. Et effectivement, un certain nombre de très grandes entreprises échappent à l'impôt, soit par le biais de paradis fiscaux européens, soit par d'autres biais. Et je suis assez d'accord avec Thierry Breton, il faudrait remédier à ça. Mais l'idée que l'impôt soit levé par Orange pour nourrir les actionnaires d'Orange, ça m'échappe plus déjà. Tu vois, là, ça me va pas. Et donc, mais comme le rappelait Nicolas, une grande partie des investissements en fibre optique en France, ils sont faits et ils sont portés par la puissance publique. Et donc, ça plaide assez pour que... si on estime que les géants du numérique ne contribuent pas assez à la chose publique, je suis d'accord. Mais il n'y a pas que la fibre. Hein. Globalement, ils financeraient l'hôpital, je ne serais pas contre non plus, tu vois. J'aimerais mieux que le projet de Thierry Breton, ce soit de traiter le sujet de l'évasion fiscale en Europe. Ça m'intéresse beaucoup plus. Ça me paraît être une excellente façon de répondre à ce problème-là. Moi, ce que je trouve embêtant là-dedans, c'est ça, c'est le fait de ne pas viser les vrais problèmes. Il y a un autre élément qui me semble absolument clé. Des bruits de couloir que j'ai, alors Dieu sait que je traîne plus tellement dans les sphères de la régulation, mais enfin, il y a encore 2-3 trucs qui reviennent jusqu'à moi. J'ai pas l'impression que ce soit Orange à la manœuvre. C'est bien Ethno, c'est bien l'association des opérateurs historiques européens, mais c'est pas Orange. Et en fait, pour une raison assez simple, je crois, je me trompe peut-être, mais je crois qu'Orange a compris quand le débat avait eu lieu en France sur la neutralité du net. Il y a un vrai sujet derrière. C'est quoi le sujet de la neutralité du net? Il y a tout le sujet philo que je fais d'habitude, que je vous épargne, sur le rôle des intermédiaires techniques. Un monde dans lequel les intermédiaires techniques ne sont pas neutres, c'est intolérable. C'est comme ça. C'est pire qu'un monde où il n'y a plus de séparation de pouvoir. C'est vraiment un truc intolérable. Mais indépendamment de ça, si je le fais côté business, ce qu'Orange a compris, parce que la philo, ils s'en foutent. S'il n'y a plus de neutralité du net et que donc Orange passe un accord avec des diffuseurs de contenu, il y aura une contrepartie. C'est ce qu'expliquait la juriste à la table ronde précédente. C'est évident qu'il y aura une contrepartie. Et donc, ça prendra quelle forme? Eh bien, ça veut dire que tel ou tel diffuseur de contenu sera privilégié sur un réseau. Et du coup, qu'on verra apparaître sur la boîte qu'on achète chez Darty Carrefour, le logo Netflix ou Amazon Prime. Okay. Du coup, tu prends plus du tout un abonnement à Orange ou à Free ou à SFR ou à FDN ou à Netalis. Tu prends, quand tu es grand public, un abonnement à Netflix, à Google TV, à Amazon Bidule, à MyTF1, à je sais pas quoi. Tu vois, Et du coup,
Orange devient le fournisseur d'un facility, quoi. Tu vois, exactement comme quand tu vas acheter Le Monde ou Libé, tu connais pas le nom de la papeterie. Tu connais que Le Monde ou Libé. Et ben dans ce monde-là, si tu mets fin à la neutralité du net et si tu permets ces alliances, les fournisseurs d'infrastructures vont devenir des fournisseurs de facility industriels qui n'auront plus leur mot à dire, qui n'existeront plus auprès du consommateur, qui n'auront plus d'espace économique, qui seront juste euh, les fournisseurs locaux d'une infrastructure pour quelques géants du contenu. Et donc, ce qui leur permet de survivre, c'est justement que le réseau est neutre. Et la seule chose qui donne de la valeur au réseau, c'est le contenu. Enfin, moi, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, je suis un vieil internaute. Euh, je n'achète d'accès à Internet que pour accéder à Internet. Je trouve que je suis très peu consommateur de télé et que les rares fois où je vais la regarder, c'est sur Internet. Mais donc, j'achète de l'accès à Internet et en particulier de la fibre pour accéder à Internet. Si ça ne me sert pas à aller regarder du porn chez les marchands de porn et du film chez les marchands de films et du mail chez les marchands de mail, je ne comprends pas ce qu'on vend. Et donc la seule chose qui donne une valeur aux produits que vendent les opérateurs, c'est ce qu'il y a dessus. Il y avait une très belle analyse lors du dernier débat un peu sérieux sur la neutralité du net, publié par Nicolas Curien dans les cahiers de l'ARCEP, parce qu'à l'époque, dans le grand jargon, il y avait l'idée que Internet soit un marché biface. Très belle, jolie théorie économique, magnifique. Assez imbitable pour le commun des mortels, mais très jolie. Et Nicolas Curien, qui est un spécialiste de ces sujets-là, avait démonté le truc en disant, effectivement, si on l'analyse comme un marché biface, alors les fournisseurs de contenu sont un apporteur d'affaires pour les opérateurs qui devraient les rémunérer. Et donc, Netflix étant le meilleur argument pour vendre de la fibre optique, devrait palper du pognon de la part d'Orange, si on veut prendre ce raisonnement-là, puisque c'est l'apporteur d'affaires. Donc voilà, ça c'est des raisonnements parfaitement stériles. J'aime beaucoup mieux réfléchir en infrastructure. Si effectivement l'Allemagne a un problème pour financer le déploiement de ses infrastructures, elle n'a qu'à lever l'impôt. Moi, ça m'agace. Les gens qui disent « Ah là là, on n'a pas les sous pour financer les infras, mais regardez, on a bien baissé les impôts des entreprises. » Ouais, va crever. Thomas, à vous de rebondir sur tout ce qui vient d'être dit. Mais plus généralement, effectivement, peut-être avoir votre réaction sur ce qui a été dit par Nicolas et Benjamin et comment maintenir aujourd'hui, mais aussi à l'avenir, ce fameux principe de l'Internet ouvert qui est si crucial à Netflix, bien évidemment. Et peut-être dans ce cadre-là, faire une petite référence sur la Corée du Sud et ce qu'il faut apprendre à ne pas faire dans le cas de la Corée du Sud, peut-être. Oui, merci Théo, merci à tous. Bon, je ne sais pas si j'arrive à répondre à tout parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Netflix, ça fait partie des premières entreprises à être vocale dès qu'on a vu sortir la proposition de l'Ethno et les réactions du commissaire Thierry Breton, parce qu'on a tout de suite vu les dangers à la fois dans une présentation assez biaisée des faits et des risques des propositions. Bon, ça c'était il y a presque un an. Et depuis, beaucoup d'acteurs se sont prononcés contre la proposition de l'Ethno. Le régulateur européen des télécoms, mais aussi quasiment tout ce que l'Europe compte d'industrie Internet, créative, etc., la société civile, les consommateurs et même des États membres. Paradoxalement, le gouvernement allemand ne supporte pas la proposition. Les Autrichiens non plus, les Pays-Bas, l'Irlande, bon, et j'en oublie certainement d'autres, je crois le Danemark le plus récent. Donc il n'y a quand même pas du tout une unanimité sur ce sujet-là. Donc la Commission a avancé plutôt prudemment. Elle a publié une consultation qui est une consultation exploratoire, donc c'est même pas une consultation en vue de proposition, c'est l'étape d'avant, c'est-à-dire c'est vraiment on explore, on pose des questions. Donc nous on est plutôt déjà rassurés que l'approche soit très prudente. Bon. En creux, on pense qu'il y a 3 questions qui sont posées dans la consultation européenne, dont j'ai eu l'honneur d'élaborer puis de présenter la réponse un peu de Netflix. Donc les 3 questions, c'est est-ce qu'il faut un nouveau réseau du futur qui va remplacer l'Internet ouvert ? Est-ce qu'il y a un manque d'investissement dans les réseaux ? Et est-ce que chacun contribue ? Et est-ce qu'il y a donc justement cette juste contribution, se faire cher ? C'est à peu près les 3 questions qu'on a dégagées. Sur la première question, est-ce qu'il y a des réseaux du futur ? Nous, notre vision, c'est clair, c'est que le réseau du futur, c'est l'Internet ouvert. C'est un Internet neutre, l'Internet ouvert. C'est celui
Bon, pour revenir, alors il y a plein de définitions qui ont été données, qui sont toutes exactes, effectivement, mais c'est vraiment le principe de séparation entre l'accès et les services. On paye une fois pour accéder à Internet et on peut avoir accès à tout ce qu'on veut. Et ça apporte une variété de choix qui est extraordinaire et sans précédent. Et ça, c'est justement parce que les fournisseurs de services, comme Netflix, mais comme tous les autres, n'ont pas besoin d'aller négocier avec chaque opérateur, avec les 100 000 opérateurs du monde entier pour la disponibilité du service. Ça, c'est le monde du câble, de la télé payante, où effectivement, on paye pour un tuyau et puis on n'a accès qu'à certains contenus. Bon, et effectivement, dans la télé payante, en général, les tuyaux rémunèrent les contenus. Mais ce n'est pas le modèle de l'Internet. Et nous, ce n'est pas le modèle qu'on veut. Netflix, en tout cas le streaming Netflix, est né sur l'Internet ouvert et on pense que c'est la meilleure solution. Alors évidemment, on entend des exemples. Est-ce qu'il ne faut pas des réseaux dédiés avec une qualité de service pour les voitures autonomes, la télémédecine, etc. Bon, à titre personnel, je suis assez sceptique parce que c'est toujours les mêmes exemples qu'on entend depuis 15 ans et ça n'a jamais eu de succès commercial. En tout cas, la vision de Netflix, c'est que pour la vidéo en ligne, il n'y a pas besoin de voix rapide et l'Internet ouvert, il fonctionne très bien pour regarder les contenus Netflix en 4K, HDR, la meilleure qualité possible. Et donc, de ce point de vue-là, le réseau du futur, c'est l'Internet. Ensuite, est-ce qu'il y a un manque d'investissement dans les réseaux? Donc, Benoît, dans la table ronde précédente, a déjà donné plusieurs exemples. Je pense qu'un des exemples les plus éclatants, c'est quand même en France, où la dynamique d'investissement dans les réseaux, elle a été portée par la concurrence, l'arrivée d'un 4e opérateur, de l'ouverture de la concurrence sur les dégroupages, le plan France très haut débit. On a une couverture qui est exceptionnelle, exceptionnellement bonne. On a des bonnes vitesses de téléchargement sur la fibre, sur la 4G, sur la 5G. Et les prix sont bas. Quand on compare avec les autres régions du monde, comme par exemple les États-Unis ou l'Asie de l'Est, dans certains cas, peut y avoir une bonne couverture, et encore, ça se discute. Les prix sont énormément élevés et la qualité est plutôt moins bonne. Donc en Europe, on a une meilleure qualité, une meilleure couverture, des meilleurs prix. Donc au final, le cadre réglementaire européen, il facilite déjà de l'investissement dans les réseaux. Donc c'est pas du tout évident qu'il y a un manque. À l'inverse, ce qu'on voit, nous, c'est que comme la demande est tirée plutôt par les services, il y a peut-être plutôt un manque d'adoption des réseaux de nouvelle génération. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de foyers qui sont couverts aujourd'hui par la fibre, qui sont couverts par la 5G et qui ne choisissent pas forcément de s'équiper parce qu'ils ne voient pas forcément le besoin. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'investissement des sociétés comme Netflix dans les contenus, dans les services, mais tous les autres, évidemment, le mail, tous les autres domaines dont on a parlé, sont là pour stimuler la demande. Aujourd'hui, Netflix investit plus de 50% de son chiffre d'affaires, enfin environ 50% de son chiffre d'affaires dans les contenus. En France, c'est environ 200 millions dans les films et séries françaises chaque année. Et ça, c'est ça qui apporte de la valeur au réseau. C'est ça qui fait que Orange, Free, Bouygues, etc. peuvent vendre plus de fibres, peuvent vendre plus de 4G. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir empiriquement quand vous allez dans une boutique télécom, tous les forfaits, en tout cas les forfaits haut de gamme, incluent en général ou utilisent les contenus pour faire la promotion des offres. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les abonnés Netflix, en général, s'abonnent aussi à des forfaits plus rapides, à des vitesses plus rapides, à la fibre. Et donc, on voit bien cette espèce de synergie où les contenus apportent de la valeur au réseau. Et puis enfin, la troisième question en creux, c'est cette question de la juste contribution. Alors, il y avait ce chiffre qui a été donné au début de 6 réseaux représentent, ou 5 réseaux représentent 50% du trafic, etc. Donc ça, c'est un chiffre qui est en fait complètement faux et complètement biaisé. Donc il faut vraiment sortir de cette logique. Les grands générateurs de trafic, c'est vraiment une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit à 2 titres. Bon, le premier, il est évident, c'est que ce n'est pas les contenus qui génèrent le trafic. Ce n'est pas Netflix qui décide de bombarder les réseaux avec des films et des séries. C'est évidemment les utilisateurs qui appuient sur Play et qui téléchargent les vidéos. Bon, ça, c'est clair. Donc, c'est les utilisateurs qui génèrent le trafic. Mais même quand on parle de question de taille, il y a plein de biais dans cette espèce de statistique. Alors, un des biais qui a été donné, c'est la différence entre les intermédiaires et les contenus. Donc, effectivement, Doctolib, il n'apparaît pas sur les statistiques. Pourquoi? Parce qu'il est hébergé par Amazon. Spotify, il va être hébergé par Amazon. Snapchat, il va être hébergé par Google. Donc, déjà, ça cache beaucoup de choses. Ensuite, c'est un biais parce que c'est une statistique qui est en moyenne européenne. Quand on regarde en France, ce n'est pas du tout les mêmes chiffres. L'ARCEP publie les chiffres d'interconnexion en France. Qui est-ce qu'on a dans le top 5? On a des réseaux de distribution de contenu comme Lumen, comme Akamai, qui sont en fait des intermédiaires techniques pour les chaînes de télé françaises, pour Canal+, pour TF1.
Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que, et à l'inverse, Apple, Microsoft, donc les grandes plateformes, ils ne sont même pas dans le top 10 des fournisseurs de contenu en France. Donc en fait, cette espèce d'idée que on va aller chercher les plateformes ou les GAFA et résoudre ces problèmes-là avec une taxe sur le trafic Internet, elle est fausse parce que ce n'est pas du tout la bonne mesure, le trafic Internet. Les autres biais, c'est évidemment qu'on mélange mobile et fixe. Ce n'est pas du tout la même chose. Netflix, nous, on le voit bien. Très peu de gens regardent Netflix sur les réseaux mobiles. En général, Netflix, c'est sur la télé, c'est à la maison, sur les réseaux fixes. Et puis, enfin, il y a aussi une grosse distorsion entre le trafic au pic et le trafic en moyenne. Quand on dimensionne les réseaux, on les dimensionne pour le trafic au pic. Récemment, TF1 a publié leurs statistiques de trafic pendant la finale de la Coupe du Monde, qui était évidemment leur grand pic. Ce soir-là, il n'y avait pas grand monde qui regardait Netflix pendant le match de la Coupe du Monde en France. Donc le dimensionnement des réseaux, ce n'est pas le trafic moyen, c'est évidemment le trafic au pic. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles cette idée d'aller chercher les gros générateurs de trafic est complètement fausse. Ensuite, il y a évidemment l'aspect « Ah, mais en fait, il n'y a pas de contribution, le trafic est géré pas de manière efficiente, etc. Les opérateurs subissent, tout ça. » Ça aussi, c'est aussi complètement faux. Il y a déjà beaucoup de coopération technique qui est faite. Les opérateurs télécoms, en tout cas en ce qui concerne Netflix, c'est des partenaires. Bon, on l'a dit, c'est des partenaires commerciaux. Ils bénéficient des contenus, ils vendent les offres, etc. Ça, OK. Mais c'est aussi des partenaires techniques. Les ingénieurs Netflix et les ingénieurs de tous les opérateurs télécoms coopèrent dans le dimensionnement des réseaux. Nous, on déploie des serveurs de caching dans plus de 50 points de présence en France pour que justement les flux soient gérés de manière efficiente et que tout ne soit pas téléchargé depuis Hollywood, mais au contraire, voilà, des régions, de Nice. Alors, je ne sais pas pour Besançon, mais voilà, plus de 50 points, ça donne une idée de l'échelle. Idem pour le traitement des vidéos, du trafic vidéo, il n'y a pas non plus d'inefficience, parce que pour nous, faire en sorte que les trafics soient gérés de manière efficiente, c'est améliorer l'expérience utilisateur. Personne n'a envie qu'au milieu de son film d'action ou de sa scène de romance, l'image s'arrête et qu'on ait un chargement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On compresse les vidéos au maximum et on les adapte à l'écran. Aujourd'hui, pour regarder Netflix en 4K, il faut moins de 15 mégabits par seconde. Quand on a la fibre, on fait 1 gigabit par seconde. Je pense qu'à horizon 5 ans, la fibre, elle va offrir 10 gigabits par seconde et on aura besoin de moins de 10 mégas pour faire de la 4K sur Netflix avec les derniers codecs. C'est-à-dire qu'avec une connexion, on pourra regarder 1000 films en 4K. Je pense qu'on est quand même sur des notions d'efficience qui sont assez bonnes. Et puis enfin, donc, outre le fait que les propositions ne sont pas basées sur des faits réels, c'est évidemment tous les risques que je ne vais pas répéter, le risque sur la neutralité du net, d'instaurer des espèces de péages qui vont déterminer qui sont les bons, qui sont les mauvais. Et évidemment, l'exemple coréen que Benoît a couvert dans la précédente table ronde, il me semble, avec évidemment le risque de déplacer les contenus, de les faire héberger ailleurs ou même tout simplement de désagréger. Parce que si le sujet c'est si vous êtes dans le top 5, vous allez devoir payer, très bien, on va diviser le réseau en deux et puis on ne sera plus dans le top 5. Enfin, ça n'a aucun sens. Voilà. Merci Thomas. Je voulais te donner la parole. Maintenant, pour déjà en fait avoir un retour peut-être un peu plus terrain sur ce que pensent les entreprises que tu représentes pour Numéum, où est-ce qu'elles se situent aujourd'hui vis-à-vis de cette proposition et plus généralement comment est-ce qu'elles anticipent les développements du secteur. Et je pense peut-être aborder aussi cette fameuse question qui semble prendre de l'ampleur, qui est celle de l'impact environnemental. Comment est-ce qu'on se prépare face à cette question-là? Merci beaucoup pour l'invitation et la parole. Donc, Numéum, vous le savez, c'est un syndicat professionnel d'entreprises du numérique. Donc, on a 2500 entreprises membres. On représente à la fois les indépendants, les TPE, PME, jusqu'aux grands groupes, qu'ils soient français, européens ou étrangers. Donc, toujours implantés en France avec une forte activité en France. Donc, c'est effectivement ce qui nous donne aussi, je pense, une contribution au débat aussi, qui, je pense, est intéressante à partager ce soir. Peut-être déjà, sur le côté, effectivement, avenir des télécoms, il faut déjà se demander quelles sont les problématiques qu'on cherche à résoudre. Ça a été dit de manière différente aussi dans les interventions précédentes. Est-ce que c'est une problématique de connectivité? Aujourd'hui, vous avez 97,9% des foyers européens qui ont accès à au moins une technologie haut débit. Et il y a 94% des foyers en France qui considèrent qu'Internet est indispensable, donc à la fois sur l'adoption et sur le côté connectivité.
a priori, pas de souci de ce côté-là. Est-ce que c'est un problème de compétitivité? Donc, autrement dit, est-ce qu'on a du mal à faire émerger des entreprises en France, en Europe, ou à attirer des entreprises aussi étrangères pour s'implanter en Europe parce que ce ne serait pas un marché compétitif, ce serait un marché mal connecté? C'est aussi faux, puisque si je prends un chiffre, entre 2014 et 2021, on a eu 30 fois plus de licornes qui ont été créées. Et on n'a jamais eu autant, je pense, de fonds d'investissement qui sont aussi venus, ou qui sont créés en tout cas en Europe et en particulier en France, que depuis ces dernières années. Donc pour moi, ce n'est pas non plus un sujet qui a été identifié, qui pour nous justifierait une réforme. Et enfin, peut-être dernier aspect, est-ce qu'on a besoin de faire une réforme aussi parce qu'on a du mal à avoir des services numériques performants, parce qu'on ne répond pas à tous les besoins? Je pense qu'en termes de dématérialisation des services publics, et vous êtes tous évidemment en train de faire votre déclaration d'impôt sur impôt.gouv.fr en ce moment, ce n'est pas une problématique. On a des nouveaux services qui ont émergé. Il y a Doctolib qui a été mentionné avant. Pendant le Covid, c'était un des acteurs qui nous a aussi permis de nous vacciner, d'avoir un rendez-vous rapidement avec un médecin, d'avoir un rendez-vous en télémédecine. Donc en fait, en termes par exemple d'accès aux soins, en fait, on a les outils, et je pense qu'on a le terrain un peu fertile aussi pour permettre à ces entreprises d'exister, de se pérenniser et aussi de s'exporter. Doctolib, aujourd'hui, c'est plus du tout un acteur uniquement français. Je prends que cet exemple-là, mais il y en a bien sûr d'autres. Donc pour nous, s'il devait y avoir des réformes, des évolutions, elles devraient plutôt adresser des sujets plutôt d'inclusion numérique. Donc comment on accompagne aussi les publics qui sont les plus éloignés d'Internet, soit parce qu'ils n'y ont pas accès, soit tout simplement parce qu'il y a un enjeu de pédagogie aussi. Donc pour nous, c'est plutôt ça qui va être important. Il y a aussi un enjeu d'accessibilité numérique. J'ai parlé aussi de dématérialisation des services publics. C'est comment demain, tous les services publics aussi peuvent faire l'objet d'un accompagnement auprès de tous ces citoyens pour les rendre réellement accessibles. C'est l'enjeu, effectivement, c'est la deuxième partie un peu connectée bien sûr, d'augmenter la qualité là où il y en a besoin. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'à certains endroits, on n'a pas de connexion, et auquel cas, c'est des investissements qui doivent être ciblés. Et il y a un certain nombre de fonds européens qui ont été cités, qui existent aussi. Donc c'est peut-être une meilleure dépense, on va dire, de ces fonds vers les endroits où on a encore besoin de développer cette connexion. Et il y a un autre enjeu pour nous qui est vraiment important, qui est au-delà, on va dire, seulement de sujet télécom, c'est comment on fait en sorte d'avoir un vrai marché unique du numérique européen. Et comment on arrête de faire des initiatives françaises pour créer de nouvelles barrières à l'entrée sur notre marché. Je dis ça parce qu'il y a quelques mois, j'avais échangé avec un parlementaire qui me disait si le péage numérique n'avance pas, on pourra peut-être avoir une initiative nationale. Bon, évidemment, c'est hors de question déjà sur le fond du sujet. Comprenez qu'on n'est pas exactement d'accord déjà avec l'idée. Mais en plus, arrêtons de se recréer des barrières. Je pense qu'on a tous les atouts pour aller plus loin, plus vite et plus fort. Donc si en plus c'est pour se recréer des barrières, qu'elles soient européennes ou nationales, c'est complètement contre-productif pour nous. Donc voilà pour le premier propos liminaire, pour poser un peu le cas de notre côté. Voilà. Et la question environnementale, oui, pardon, c'est un gros sujet, effectivement, merci de me le rappeler. La question environnementale, c'est vrai que ça commence à émerger, à savoir, je pense que c'est les promoteurs de ce péage numérique cherchent un peu tous les arguments dans tous les coins, on va dire, en disant finalement, voilà, on parle beaucoup de transition écologique, d'urgence climatique, est-ce qu'on ne va pas un peu greenwasher notre péage numérique? Donc là aussi, juste une lecture factuelle, c'est finalement, est-ce qu'on a besoin d'incitations financières pour faire baisser une consommation qui serait effrénée et qui aurait des impacts écologiques trop importants? Pour nous, c'est pas le cas. Déjà, si on prend, et je vais quand même citer l'Ethno, il faut quand même leur rendre cet honneur-là, une étude de l'Ethno menée entre 2010 et 2015, où on a connu plus 1100% de trafic sur les réseaux, moins 40% d'émissions de CO2 sur la période, et plus 10% seulement de la consommation électrique. Donc, étude Ethno, donc voilà, là-dessus, en tout cas, on peut quand même le reconnaître. A priori, ils savent plutôt bien comment fonctionnent leurs opérateurs. Et donc, on a ce chiffre-là. Ces chiffres-là, ils s'expliquent aussi parce qu'il y a un certain nombre d'innovations techniques. On a parlé de codec, on a parlé de serveurs de cache aussi qui sont plus performants, mieux déployés. Donc, en fait, finalement, les réseaux aussi s'adaptent et innovent pour permettre, en fait, finalement, cette adaptabilité-là. Donc, pour nous, c'est pas vraiment, si l'argument environnemental devrait être pris sous cet angle-là, il n'est pas vraiment pertinent. Il y a aussi l'argument peut-être de lier, donc je disais, trafic et impact environnemental. Donc finalement, plus de trafic, plus d'impact et plus de problématiques d'un point de vue climatique. Bon, pareil, j'ai cité l'étude de l'Ethno, il y en a d'autres aussi. Ça ne va pas vraiment dans ce sens-là. Donc c'est pas de démontrer qu'il y a un tel impact. Donc ça ne semble pas non plus être suffisamment pertinent pour dire que pour des raisons environnementales, il faudrait créer des incitations financières.
Et peut-être dernier point, bouclera peut-être la boucle aussi avec ce que j'ai dit précédemment. Pour nous, le numérique, c'est vraiment un levier de décarbonation des autres secteurs. Donc à partir du moment où vous créez des manières pour le numérique d'être moins facilement applicable à d'autres secteurs, de moins dématérialiser un certain nombre de processus. Je pense un peu à l'industrie. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de prototypage qui peut se faire de manière numérique. Il y a des vrais coûts ensuite qui sont économisés en termes de production, en termes de matériaux rares. Donc si vous empêchez, parce qu'il y a une surcharge financière qui est créée, c'est aussi un impact en fait sur tous les secteurs que sert le numérique. Et donc ça, pareil, ça ne va pas dans le sens à la fois de l'histoire, tout simplement, mais aussi plus simplement de ce qui permet vraiment de faire des efforts d'un point de vue numérique. Et ce sera peut-être le dernier mot pour, encore une fois, ce premier total. Je pense que j'ai oublié aucune question là-dessus. Ce qui est aussi important, c'est de rappeler quand même que le numérique fait déjà un certain nombre d'efforts, soit de manière volontaire. J'ai parlé d'innovations qui permettent aussi, in fine, de moins consommer d'électricité, de réduire ses émissions de carbone, mais aussi un certain nombre d'encadrements tout simplement législatifs, à la fois et réglementaires au niveau européen, au niveau français. Et donc, on s'y conforme. Et donc, à ce moment-là, si on veut vraiment avoir un aspect environnemental, passons par des lois vraiment environnementales plutôt que peindre en vert une idée qui nous semble, de manière générale, de toute façon mauvaise. Bon, merci, et merci à vous. C'est vrai qu'en vous écoutant et en écoutant la table ronde précédente, il est certain, je pense qu'on a fait le tour d'une mauvaise idée. Ce qui serait peut-être intéressant, en changeant un petit peu le plan de ce deuxième cycle de questions, peut-être rebondir sur la question de l'environnement si vous pensez que c'est pertinent, mais aussi, si tant est qu'il y ait une réforme, quels devraient en être les contours ? Est-ce qu'il y a un sujet de réforme qui existe soit au niveau français, soit au niveau européen ? Et à quoi est-ce qu'il devrait ressembler, si on est tous d'accord, en tout cas autour de cette table, pour dire que le faire cher n'est pas la bonne réponse. Nicolas, je vous laisse commencer. C'est compliqué, parce qu'au bout de 5 secondes, quand on ne trouve pas sa réponse, sur un sujet de réforme, en fait, en vrai, je n'en ai pas en tête. Ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne, continuons avec ce qui fonctionne. Sur le sujet de là où on peut mettre du carburant, là où on peut mettre en tout cas de l'économie de carburant plus exactement, et décarboner, je pense que ça, c'est un vrai sujet. Nous, à toute petite échelle, en tant qu'opérateur d'accès, on regarde et on essaie de commencer à regarder où est-ce qu'on peut vraiment optimiser quelques kilowatts d'énergie. C'est-à-dire que contrairement à un très grand réseau qui consomme des mégawatts et des mégawatts, nous, c'est quelques centaines de kilowatts qui sont consommés. On a fait un effort extraordinaire sur une armoire technique qu'on a dans le territoire de Côte-d'Or, à Nuit-Saint-Georges, pour les gens qui connaissent, où en fait on a raccordé nos clients, donc c'est notre point de présence, c'est notre armoire qui est alimentée par Enedis. Et un jour, avec la consommation d'énergie, on reçoit un petit mot de notre fournisseur d'énergie qui nous dit « Bravo, félicitations, sur ce point de comptage, vous avez économisé 5%. » On était d'une fierté absolue. On a branché plus de clients à cet endroit-là. Donc, ça veut dire plus de clients qui consomment plus de débit, etc. On n'a pas changé le matériel, c'est le même matériel. Je dois vous avouer qu'on n'a pas compris, en fait, comment on avait fait pour économiser l'énergie. On n'a pas compris. Donc, on a commencé à chercher quand même des mécanismes, et on se dit qu'il y a effectivement une capacité d'innovation énorme. Changer les matériels, bon, ça c'est notre métier du quotidien, donc c'est logique, parce que chaque matériel qu'on change, en général tous les 3 à 5 ans, mais c'est plutôt tous les 5 ans, voire 7 ans dans les télécoms, consomme moins d'énergie. Donc il y a aussi un sujet autour de ça, un sujet incitatif. Mais en dehors de ça, est-ce qu'il y a une réforme à faire ? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer ? Moi, franchement, j'en ai pas la moindre idée, j'ai plutôt envie de dire absolument pas. Voilà, pour être très clair, très simple, très court. Mais encore une fois, dans d'autres domaines, on peut poursuivre là-dessus, mais dans d'autres domaines, si on prend par exemple ce qu'on connaît nous aussi, les fournisseurs d'accès, sur toutes nos obligations réglementaires, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, quand on est par exemple aussi opérateur et hébergeur, on a l'obligation de retirer des contenus en ligne. Il y a tous les sujets autour de la diffamation, du dénigrement, enfin tous ces sujets qu'on connaît. Le politique français adore nous coller un certain nombre d'obligations en permanence pour nous dire « attention les gars, ça ne marche pas, c'est compliqué, etc. » Mais non, si vous êtes diffamé en ligne, vous portez plainte et votre opérateur, grâce à une loi très bien qui s'appelle la LCEN, est obligé d'agir promptement. Et ça marche plutôt très bien cette histoire. Il y a plein de lois qui fonctionnent plutôt bien, qu'il faut peut-être améliorer, patcher un peu au fil des années. Mais franchement, le droit français, moi je trouve, fonctionne très bien.
Et donc, est-ce qu'il faut l'améliorer massivement? Je ne pense pas. Il y a des grandes lois structurantes, enfin, pas plus tard que ce soir, je crois que au moment où on se parle, il y a une loi qui est présentée par le ministre Barrot, où il y a des améliorations, des patchings qui sont faits, mais on pourrait en parler extrêmement longtemps. Est-ce que grâce au dispositif là, que j'ai vu où l'ARCOM va censurer Pornhub ou autre en France, on va réduire la consommation de cette pornographie? Sincèrement, je n'y crois pas une seconde. Euh, Est-ce que ça va faire donc baisser le trafic de la pornographie sur les réseaux d'accès français? Non. Non, ça ne va pas arriver en fait. Donc, quand on essaye de commencer comme ça à patcher des trucs et pour faire plaisir aux politiques, par expérience, je crois que depuis 20 ans, ça ne marche pas. Voilà. Donc, par contre, quand effectivement on écoute, notamment les syndicats pro, hein, qui eux sont les mains dans le cambouis, que ce soit chez les éditeurs, chez les hébergeurs, chez les opérateurs, et qu'on a des vrais consensus sur des vrais sujets, oui, ça peut fonctionner, mais pas sur le faire cher. Voilà. Oui, Benjamin. Ah, moi, il y a plein de trucs là-dedans. D'abord, Nuit Saint-Georges, tout le monde connaît, hein, ils font des délicieux jus de fruits. Ouais, moi, il y a plein de morceaux, parce qu'en fait, il y a des tas de petites choses qui fonctionnent pas tant. Alors, je t'accorde qu'en moyenne, ça marche, mais il y a plein de petites choses qui fonctionnent pas. Moi, par exemple, je suis convaincu depuis déjà très longtemps que il y a une différence énorme dans le droit entre le droit européen et le droit américain sur la protection des données personnelles. Alors, je sais, j'ai l'erreur sujet. En Europe, c'est du droit de la personne. Et donc, le simple fait de maltraiter les données de la personne est en soi un délit et vaut sanction. Alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus analysé comme du business. Et donc, il faut que tu démontres un préjudice pour que tu puisses réclamer réparation, alors que c'est extrêmement différent. Et ça, c'est un outil magnifique de protection de l'écosystème numérique européen. Et je suis sidéré que l'écosystème numérique ne s'en saisisse pas. Je suis sidéré que les autorités de régulation nationale sur la protection des données personnelles n'aient pas les moyens. C'est 4%, la sanction, la punition, c'est 4% du chiffre d'affaires annuel mondial consolidé du groupe. Facebook devrait se prendre 4% de son chiffre d'affaires mondial annuel à chaque connerie sur les données personnelles. C'est plusieurs fois par semaine. Pourquoi ça n'a pas lieu? Tu vois, là, pour moi, il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'on laisse dans le même écosystème travailler ensemble des entreprises, allez, un peu crapouilleuses comme toutes les entreprises, mais sans plus, et des vrais malfaiteurs. Et on les laisse sur un brave pied d'égalité parce que le gendarme, il est équipé d'un sifflet en plastique et d'un lance-pierre. Et ça, c'est pas sérieux. Et tu vois, là, il y a quelque chose à faire. On se fait bouffer la laine sur le dos par les Américains parce qu'ils se comportent comme des voyous et on ne les sanctionne pas. Et ça, c'est un sujet. Je veux dire, si on veut développer l'économie du numérique en Europe, là, il y a un sujet. Là, il y a du boulot. Et ce n'est pas de jouer Orange contre Google qui n'a rigoureusement aucun sens. C'est de jouer les acteurs européens qui ne le font pas par vertu, hein, ils le font parce qu'il y a le RGPD, qu'ils en ont un petit peu peur, etc. Et les Américains, ils en ont juste rien à foutre. Ils se sont tous réfugiés en Irlande, qui est le paradis réglementaire qu'on tolère. Et voilà, moi, je ne comprends pas ça. Donc, si tu veux, des choses à faire, là, il y en a. C'est déjà, il y a du pognon à aller chercher en sanctions, mais dans des montants... Enfin, moi, je suis très fier. La Quadrature du Net a coûté 746 millions d'euros à Amazon. Tu n'imagines pas ma fierté. Si seulement on en avait touché 1%. Comme apporteur d'affaires, tu vois, je sais pas, un truc bien. Alors c'est triste, ça va finir dans les caisses du Luxembourg parce que Amazon s'est réfugié au Luxembourg comme paradis fiscal et que les sanctions RGPD arrivent dans le paradis fiscal où se trouve l'entreprise. Mais tu vois, là, il y a des choses à faire. Donner les moyens aux gendarmes de faire son boulot et puis exiger qu'il le fasse plutôt que d'exiger qu'il ferme sa gueule. Régler une partie du problème du paradis réglementaire qui est l'Irlande sur les données personnelles.
enfin regarder l'éléphant au milieu de la pièce en Europe, que sont tous les paradis fiscaux entremêlés entre eux. Enfin, je veux dire, si tu veux, le sandwich irlando-néerlandais, c'est certainement très bon en termes de cuisine, mais enfin, en termes fiscal, c'est pas génial. Donc, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qui permettent. En fait, dans le numérique en Europe, on est plutôt bon. Et alors, tu vois, on a dit plein de mal de mes collègues grands opérateurs, mais en fait, on a des infrastructures télécoms qui sont pas débiles. Alors, pas dans toute l'Europe. L'Allemagne et la Belgique, c'est plutôt ridicule. Mais euh, moi qui ai beaucoup travaillé dans ce secteur-là, je sais que quand on faisait venir des Américains, parce qu'on avait besoin d'eux, alors c'était sur des éditeurs de solutions logicielles, et qu'on leur expliquait ce qu'on faisait chez l'opérateur où je bossais, je leur décrivais ce qu'on fournissait pour 30 € à nos abonnés, ils nous regardaient avec des grands yeux, la mâchoire qui décroche, et ils faisaient « Non, mais ça, c'est 120 $, Benjamin. » Je disais « Non, ça, c'est 30 €. » Et on a des réseaux qui sont en France et dans pas mal d'autres pays d'Europe qui sont plutôt bons parce qu'on a fait des investissements qui vont bien, parce que, si tu veux, tu as toute une économie très particulière dans le monde des télécoms qui est que alors les économistes te font ça souvent avec du Robinson et Vendredi sur leur île. Et en gros, tu as un équilibre haut et un équilibre bas. Tu as un équilibre bas où on cherche à limiter le trafic, on évite les investissements, on cherche absolument à utiliser au mieux le réseau en ne réinvestissant pas, etc. etc. Tu accumules de la dette technique, tu accumules de l'incapacité à faire, tu as des systèmes d'information de plus en plus complexes, donc tout te coûte cher, prendre des abonnés te coûte un bras, facturer te coûte un bras, du coup tu mesures le moindre octet pour le facturer 6 fois, etc., etc. Donc ça, là, tu as une espèce d'équilibre bas qui s'établit, qui est celui que tu vas trouver sur les marchés belges et allemands. Et tu as un autre point d'équilibre possible où en gros tu casses le bras des opérateurs, tu les forces à investir. C'est ce qu'a fait Free en débarquant sur le monde du mobile. Et c'est pas lié au fait que ce soit le 4e, ça aurait pu être le 2e ou ça aurait pu être tu vois, ou le 8e, c'est pas lié. C'est à un moment, tu forces les opérateurs à passer dans un mode où, ok, ils sortent de leur zone de confort, il faut investir massivement, il faut chercher à optimiser le fonctionnement du truc, et donc à simplifier, et donc à virer la facturation inutile, et en fait là tu vois apparaître un point d'équilibre haut. Et chercher à amener les différents pays d'Europe sur ce point d'équilibre haut et trouver le bon accompagnement pour tordre le bras des opérateurs historiques qui n'ont pas envie d'y aller. Parce que Orange n'avait pas envie d'y aller. Souvenez-vous de comment fonctionnait le mobile il y a 10-12 ans, avant que Free débarque, où on payait des sommes absolument délirantes pour des services nuls, juste parce que les opérateurs n'avaient pas envie d'investir. Et ils non investissaient. Et en fait, depuis qu'on les a forcés à investir, ils sont contents parce qu'en fait, ils gagnent de l'argent. Nous, on paye 5 fois moins, on a 10 fois plus, ça consomme moins d'énergie. C'est un truc de fou. Et ça, c'est très caractéristique des télécoms. Et là, il y a du boulot à faire. Et j'aimerais bien qu'on fasse ce boulot-là, parce que ça permettrait de faire monter en qualité. Alors, je connais mal les réseaux en Allemagne, enfin, je les connais un peu en Belgique, et lol. Enfin, tu vois, il y a un boulot de dingue à faire pour moderniser le réseau en Belgique. Je soupçonne que ce soit à peu près similaire en Allemagne. Ça, je pense que, tu vois, là, il y a du boulot. Inciter l'Allemagne... En fait... expliquer au gouvernement allemand qu'il doit faire son travail d'investissement dans les infras pour déployer la fibre, là, il y a du boulot. Parce qu'il y a besoin d'avoir de la fibre optique. Ça, c'est de l'aménagement du territoire. Mais tu vois, exactement comme j'estime que l'État est responsable d'amener de la fibre optique dans la banlieue de Besançon, j'estime que l'Europe est responsable d'amener de la fibre optique dans les territoires déshérités d'Allemagne. Puisque l'Allemagne n'a pas envie de le faire, il faut qu'on l'incite. Donc tu vois, là, il y a du boulot au niveau européen. Il y a tout un travail de protection de l'économie numérique en Europe par l'application des règles et des sanctions et pousser dehors les malfaiteurs. Moi, je n'en peux plus de voir des abus de position dominante absolument manifestes qui ne sont pas sanctionnés. Ça me hérisse au dernier degré. Le régulateur qui ne fait pas son boulot, voilà. Donc non, il y a du travail à faire, il y a des réformes à faire, qui ne sont pas forcément des réformes très très compliquées. Enfin, tu vois, casser le paradis réglementaire irlandais, c'est pas un effort très compliqué, ça ne demande pas des investissements en centaines de milliards, ça va plutôt rapporter beaucoup de pognon. Donc ça, voilà, là il y a des choses à faire. Et je comprends la volonté de taxer les géants du numérique. Hein. Moi, ça me va très bien qu'on taxe les géants du numérique. Mais qu'on taxe les Américains autant que les Européens, hein, qu'on taxe bien tout le monde, ça me va. Et
Tu vois, on pourra après aller chercher les paradis fiscaux non européens, mais on en a déjà quelques-uns en Europe bien à nettoyer. Donc voilà, il y a tout un tas de choses à faire. Il y a de l'efficacité à aller chercher et qui n'est pas dans les... Mais je comprends que Thierry Breton n'est pas par là parce que je parle de choses qui sont tabous. Permettre à un régulateur de sanctionner ces tabous. Le paradis fiscal, les paradis fiscaux que sont les Pays-Bas, le Liechtenstein, le Luxembourg et l'Irlande, c'est tabou. Le fait que l'Irlande est un paradis réglementaire sur la protection des données personnelles, c'est tabou. Je comprends qu'ils soient embêtés, le pauvre homme. Je t'en prie, je vais juste préciser un truc. Il y a deux choses. Pour établir aussi un petit peu la vérité, il ne faut pas oublier qu'on oublie très souvent qu'il y a les Américains, mais aussi les Chinois qui arrivent très fort. Et on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est une autre échelle, avec d'autres moyens. Donc rétablissons bien le fait que ce n'est pas seulement concentré sur des acteurs un peu historiques finalement de l'Internet américain et mondial. Puis ça rejoint aussi ce que disait Benjamin, enfin un point que j'avais en tête qui arrivait, c'était vraiment le marché unique européen. Et là, c'est un grand sujet. Parce que le marché unique européen, ça veut dire qu'il faut qu'on s'harmonise à plus d'une vingtaine de langues, les monnaies, les réglementations. Et si vous dites à un certain pays, bon les gars, vous faites comme en France, vous avez, pour le coup, je suis assez d'accord, des box pas trop chères, avec un package de services très bien et un Internet d'assez bonne qualité au final à la maison, je pense qu'il y a plein de gens qui vont adorer. Hein. Par contre, chez les grands opérateurs, ça ne va pas être la même histoire. Donc c'est un vrai problème cette histoire de marché unique parce que je pense que ça bride en fait réellement beaucoup de choses. D'un autre côté, comment l'exécuter? Alors là, franchement, je passe la parole là-bas. Hein. Justement, Thomas, une réforme impérieuse à mettre en œuvre dont on a besoin aujourd'hui? Ouais, sur comment faire le marché européen des télécoms, ouais, marché, bon, bah, super, c'est vraiment une question facile à répondre. Bon, il y a plein de choses. D'abord, je voudrais quand même juste corriger un peu peut-être cette perception qu'il n'y a pas de réglementation sur Internet, les acteurs font ce qu'ils veulent, etc. C'est quand même pas du tout le cas en ce qui concerne Netflix, les services de médias audiovisuels à la demande. On est dans un secteur qui est ultra régulé et on est soumis à énormément d'obligations et de contributions, certaines obligatoires. On a 5,5% de taxes qui va vers le CNC, on a des obligations d'investissement dans les contenus locaux, des obligations de catalogue sur Netflix. Donc c'est pas du tout un secteur qui est dérégulé, c'est pas du tout le Far West, bien au contraire. Et c'est vrai que souvent les opérateurs télécoms aiment à parler des volumes d'investissement relatifs au chiffre d'affaires. Ils disent on est obligé d'investir 20% de notre chiffre d'affaires dans les réseaux. Bon, bah, nous, on est obligé d'investir 20% dans les contenus français. Juste, c'est le minimum par la loi. Et on investit plutôt 50%. Bon, ça, c'est le premier point. Après, sur le sujet télécom, bon, il faut être très humble, évidemment. Je n'ai pas de réponse au marché unique. Et il y a certainement des choses que la Commission pourra améliorer progressivement. Nous, ce qu'on dit juste, c'est qu'il faut être extrêmement prudent, qu'il y a beaucoup de choses qui marchent bien. Et donc, il faut regarder les faits. Et ça, c'est quand même l'objectif de cette consultation exploratoire. Et puis, on verra les résultats. A priori, en tout cas, sur le sujet Fair Share, on est vraiment on est vraiment d'accord avec les conclusions du BEREC, comme quoi c'est à la fois pas justifié et des mauvaises propositions. Et puis peut-être pour revenir sur l'exemple du placard à Nuit-Saint-Georges, bon, effectivement, c'est un peu dommage de mettre des équipements télécoms dans les placards à Nuit-Saint-Georges. Il y a peut-être des liquides plus précieux à stocker dans les placards, mais sur l'efficacité énergétique, vraiment, pour nous, hein, la démarche d'efficience pour le streaming, c'est avant tout un sujet de qualité de service. C'est vraiment pour que ça marche mieux. On va compresser les vidéos au maximum, avoir une architecture réseau la plus efficiente pour que ça marche le mieux possible. Donc il y a déjà une sorte d'alignement d'intérêt, on va dire, entre la sobriété et puis un service qui marche bien. Après, faut bien être conscient du fait qu'en réalité, le sujet réseau et trafic réseau sur l'impact environnemental, c'est pas du tout la bonne façon de regarder. C'est vraiment le petit bout de la lorgnette. Quand vous regardez la télé quand vous regardez Netflix à la télé, votre télé elle consomme 100 watts. Le serveur Netflix il consomme 0,028 watts. Et le réseau il consomme 20 watts. Et que vous regardiez ou pas, le réseau il consomme quand même 20 watts. Donc il n'y a aucune corrélation entre le trafic réseau
et la consommation électrique. Deutsche Telekom publie son rapport environnemental cette année. Il annonce d'ici à 2023, nous aurons doublé notre trafic Internet et nous aurons divisé la consommation électrique des réseaux par, je sais plus quoi, réduit par 10%. Donc il n'y a pas du tout de corrélation. Donc ça, il faut faire très attention. Si on vous propose un péage vert, ce n'est pas du tout le vert qui est recherché, c'est le péage. Oui, en fait, tu as déjà parlé d'inclusion numérique et de l'accès à tous, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres réformes qui te paraissent nécessaires? Alors peut-être, bon, je pense qu'on n'a pas besoin forcément de réforme au sens réglementaire, législatif pour tout. Il y a une bonne partie des choses qui se font aussi par de la soft law et par de l'engagement des entreprises, mais pas que des entreprises, au sein de choses qui a aussi différentes parties prenantes. Je prends l'exemple environnemental. Effectivement, de côté Numem, on est hyper investi sur la feuille de route de décarbonation de l'économie française actuellement. Voilà, c'est des enceintes qui sont co-animées avec les pouvoirs publics et qui visent à aboutir sur une feuille de route avec des leviers concrets, actionnables, pour réduire, tous les secteurs sont associés, pour avoir une feuille de route commune. Ça passe pas là par du réglementaire. Après, il faudra évidemment tirer le bilan, mais je pense que la soft law, on oublie aussi un petit peu que ça va être aussi des outils qui sont très utiles, qui permettent aussi d'atteindre concrètement et de manière efficace des buts avec des méthodes aussi qui sont issues du terrain, qui sont issues d'expérimentation. Et je pense qu'on est c'est plutôt intéressant aussi de ne pas oublier cet aspect-là. Sur les parties réformes, voilà, je pense que le nombre de textes européens, j'ai pas assez de noix sur mes mains pour comptabiliser tout ce qu'il y a eu ces dernières années. Donc sur le côté absence de régulation, je te rejoins complètement, entre DSA, DMA, Data Act et globalement toutes les régulations autour de l'IA, pour parler que de celles qui sont très actuelles. Il se passe quand même énormément de choses. La question, effectivement, c'est la mise en œuvre. Je suis assez d'accord sur ce point-là. C'est comment on donne des moyens aux autorités de régulation, comment on fait en sorte qu'elles soient équipées en budget, mais aussi en moyens humains. Il y a une question d'expertise aussi. Vous prenez une autorité comme l'ARCOM, qui a 8 textes qui lui donnent des compétences uniquement au niveau français, et avec le DSA ensuite qui arrive pour eux. Concrètement, là, ils ont ouvert une dizaine de postes, ils ont plus de budget, mais comment ils vont aussi réussir à recruter les bonnes personnes pour mettre en œuvre ça, et pour qu'aussi les entreprises qui ont des questions concrètes puissent s'adresser à des personnes qui soient experts dans ce domaine-là. Donc pour moi, c'est plus aussi un enjeu, on va dire, RH. Et là, je n'ai pris que l'exemple au niveau de l'État français. Vous avez aussi la Commission européenne qui est en train de s'outiller pour effectivement la mise en œuvre des DSA, DMA. Donc voilà, c'est plus qu'une réforme, c'est aussi une réflexion globale sur cette mise en œuvre et comment, après, ce sera peut-être mon dernier point, on accélère aussi l'adoption des technologies numériques. Donc j'ai dit voilà, qu'on rappelait la nécessité. Et dans la décennie numérique européenne, vous avez l'objectif d'avoir 75% des entreprises qui utilisent des services de cloud, de big data et d'intelligence artificielle d'ici 2030. Donc c'est comment on arrive en fait à atteindre cet objectif. Et pour moi, ça passe par de la pédagogie, de l'accompagnement, de l'explication et favoriser aussi l'innovation, de créer de nouveaux services pour rendre aussi ces technologies encore plus attractives pour les entreprises qui ne se sont pas encore saisies. Top, merci beaucoup à toutes et tous. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle pour nos panélistes. Eh bien non. Eh bien merci infiniment d'avoir participé à cette seconde table ronde et merci d'être venu ici ou d'avoir écouté à distance ce fameux débat sur l'avenir des télécoms qui s'avère politiquement explosif. C'est une bonne... Oui, non, bon, d'accord. On attendra. Très bien. Merci beaucoup à toutes et tous.